Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants. Un jour, mon petit bonhomme est en train de jouer au parc avec des petites copines à lui. Et, elle est où ta maman? Ben là, sur le banc. Oh, elle est grosse. Ah oui, mais c'est normal, j'ai pris beaucoup de place dans son ventre. Et je dis non. Il ne peut pas porter la responsabilité de ce que je suis. Il faut que je fasse quelque chose. Je vais voir mon médecin traitant, et là il me dit moi pour jauger, je sais que ça va pas être un moment agréable, mais il faut que je vous pèse. Et là je suis confronté à une balance, 241 kilos. Nos invités sont la preuve qu'un espoir est toujours permis. Chacun à leur manière, ils ont surmonté les obstacles de la vie. Comment? C'est justement ce qu'ils ont décidé de partager avec nous. Le fait de poser une fourchette et de dire je n'ai plus faim. Ça c'est un sentiment de libération la première fois que ça arrive. Faut rien lâcher, faut y aller. Je mange la vie. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Bonjour, merci d'être là. Les kilos en trop, c'est un problème qu'on croit tous connaître, mais pas au même degré. Nous sommes des millions à suivre des régimes à répétition qui ne marchent jamais. Mais pour un Français sur 8, l'obésité est une maladie. Les 3 invités que je reçois aujourd'hui se battent contre ce fléau. Avec eux, on verra comment on se retrouve en situation d'obésité et pourquoi il y a souvent ce qu'on appelle du déni. Quelle solution pour se débarrasser de dizaines de kilos? Comment apprivoiser sa nouvelle image? 3 témoignages, 3 parcours et 3 rencontres que j'avais très envie de partager avec vous. Super mignon. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Merci de nous avoir invités. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour Frédéric Bonjour. Laurence. Merci d'être là. Jean-Frédéric, Bienvenue. Suivez-moi, je vous laisse vous mettre vos affaires. Bienvenue, je vous laisse vous Merci. installer. Allez-y, Marie, Émilie, Merci. Merci. Laurence, Pierre. Je vous laisse vous servir à boire. Il y a du jus de pomme, jus d'orange, une petite infusion, du C'est café, du gentil. thé. Merci d'être là, les uns les autres. Marie, vous allez nous raconter votre histoire. Donc, venez d'une famille italienne. On va voir qu'il y a eu un événement particulier qui fait que vous avez pris 30 kilos, comme ça, presque d'un coup. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici? C'est quoi le sens de votre prise de parole? L'envie d'aider, que par mon témoignage, certaines personnes se disent c'est possible de perdre du poids. Et puis l'envie de dire aussi ne nous regardez plus comme un peu des gens à part. Arrêtez de nous discriminer et acceptez-nous aussi. Et c'est aussi un début de guérison que d'être accepté. On va en parler, parce qu'effectivement, le rejet, c'est une des choses les pires pour l'être humain, je crois. Pierre, les femmes sont un peu au centre de votre vie. Et il y a à la fois celles qui vous ont surprotégé dans votre enfance, oui, votre mère et votre grand-mère, parce que l'amour passait par la nourriture. oui. Et puis celles dont vous vous êtes senti privé lorsque vous étiez obèse. Et puis celles que vous avez retrouvées depuis que vous avez perdu tous ces kilos. Voilà, exactement. Donc on va parler. Pourquoi c'est important pour vous de parler de ça aujourd'hui? Essayer d'apporter un témoignage, une aide, et garder en tête que c'est un combat d'une vie, mais tout est possible. Pour vous, plus de 100 kilos sans intervention chirurgicale. C'est ça, 102 kilos, ouais. Sans intervention. Et puis, Émilie, ça se voit pas, mais vous avez eu 3 grossesses Oui, qui, d'après vos propos à vous, étaient presque des prétextes pour grossir. Et puis voilà, quoi. Du coup, complètement. on avait des bonnes raisons de le faire. Voilà. Et vous nous raconterez ce qui se passe dans le couple, parce que Oui. ça peut éloigner, effectivement, Oui. le couple. Et puis, c'est difficile d'accepter l'amour de l'autre quand on ne s'aime pas. Oui. Et vous nous raconterez quel déclic vous avez eu. Là, je crois que vous êtes dans une phase d'euphorie en ce moment, de votre nouvelle situation, Ça. votre nouvelle apparence, votre nouveau corps. Et est-ce que il paraît, on m'a dit que vous posiez encore des questions. Oui, bien sûr, je me pose des questions parce que tout n'est pas acquis. C'est-à-dire que là, je continue encore à perdre. Bon, c'est petit à petit. Maintenant, ça c'est un petit peu la chute vertigineuse s'est arrêtée. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on voit que la balance, ça s'arrête. Et puis, psychologiquement parlant, on en veut toujours plus. Moi, je me suis dit, je m'arrête à 75. Arrive à 75, c'est plus 75, ça va être 60. Après 60, ça va être 5. Enfin, voilà. Et ça, c'est mon questionnement parce que je veux pas tourner, je veux pas en fait passer la barrière de, voilà, je suis dans l'anorexie et je veux que mon opération soit une réussite pour toute ma vie.
Laurence, vous êtes psychologue et diététicienne. Exactement. Et vous connaissez cette question? Oui, je la connais bien puisque je travaille en libéral dans un cabinet dans lequel je vois des patients qui souffrent d'obésité ou qui souffrent d'inconfort avec leur poids, d'ailleurs. Parce que ça ne se traduit pas forcément par l'obésité, mais en tout cas, le fil directeur et le fil conducteur, c'est que ça va mal avec son corps. Bon, vous nous raconterez un petit peu tout ça et votre expérience va évidemment nous servir beaucoup. Merci en tout cas à tous d'être là pour parler de ça. Alors on va faire connaissance les uns avec les autres parce que vous ne vous connaissiez pas avant de venir, hein, on est bien d'accord. Non, Les pas uns du les tout. autres. Ouais. Alors Marie, vous avez grandi dans une famille italienne, famille heureuse, enfance heureuse. Ah oui. Quelle était votre place dans la famille et la place de la nourriture dans la famille? Alors, enfant unique, donc la place du roi. Une famille d'épicuriens. On aime bien manger, pas dans la quantité, dans la qualité. Et le repas est le moment familial dans lequel on va tous se retrouver. Et est-ce qu'il y a autour de vous des gens pour qui la question du poids est une préoccupation? À ce moment-là, ma grand-mère paternelle est obèse, mais moi, je l'identifie pas comme ça. Je l'ai toujours vue C'est comme une ça. grand-mère, elle est protectrice quoi. Ouais, elle est grosse, mais moi, je le sais pas. Je ne le vois pas. Puis elle fait de la cuisine italienne, de grand-mère. De Et grand-mère. là, la diététique, c'est pas la question qui se pose. De temps en temps, c'est pas vraiment la question qui se pose. Mais pour moi, c'est juste la nonne. Elle La a pas de nonne, c'est problème. la grand-mère, Voilà. la mamie. Et alors, à l'adolescence, là, vous avez quelques rondeurs, mais on parle pas d'obésité du tout. Non, on parle pas d'obésité. Il y a un moment, 13-14 ans, où je commence à m'arrondir. Et puis surtout, je vais vraiment commencer à vraiment avoir une différence au moment où je vais rentrer dans mes études universitaires et où je vais bénéficier du resto U qui est pas toujours équilibré. Et là, je vais effectivement m'arrondir, prendre une petite dizaine de kilos en 2-3 ans, mais tellement lentement qu'en fait, à part que je rentre plus dans mes pantalons. Parce que vous vous prêtez les vêtements entre copines. Ouais. Et là, vous découvrez qu'il y a des vêtements dans lesquels vous rentrez plus, mais elles ont, on va dire, des bonnes explications. Oui, c'est pas grave. Bah ouais, mais t'as vu, en ce moment, tu cours partout. Puis les cours, tu fais plus de sport. J'avais quand même diminué considérablement le sport parce qu'il y avait la fac et voilà. Et l'apparition des fast-food, Voilà. ça rentre dans votre vie. Voilà. Mhm. Et vous rencontrez votre mari très jeune. Oui, À l'âge de 16 ans. 16 ans. J'ai 16 ans, il a 17 ans et on se quitte plus. C'est Il est magnifique. toujours là. C'est magnifique. Et il a suivi avec vous, effectivement, Oui. tous ces rebondissements. Vous allez faire un premier régime à 21 ans. Oui. Pourquoi à ce moment-là? Parce que l'été arrive, je vais partir en Italie avec Jean-Pascal et puis un mois dans ma famille. J'ai envie de rentrer dans mon maillot de bain. Vous allez perdre 10 kilos. Oui, assez facilement, assez bien, avec des tas de privations. J'ai plus le droit de manger de pain, j'ai pas le droit de manger de pâtes, ce qui est très mauvais pour moi. Ça atteint mon moral quasiment. Pas manger de tout pâtes suite. quand on est italien. C'est pas C'est un drame. possible, c'est un drame. Mais on sent dans votre ton un peu d'ironie, parce qu'en fait, c'est quoi? C'est une succession de privations. Oui, c'est une succession de privations. Et puis on me dit, vous allez voir, après on va rentrer dans une phase de stabilité. Vous allez tout doucement réintroduire certains aliments. Ben ouais, mais c'est juste que quand on en est privé pendant 3 mois, la réintroduction progressive ne se fait pas de cette manière-là. Elle a tendance à se faire de façon un peu plus rapide. Et je découvre à ce moment-là que, alors que je n'avais pas d'appétence pour le sucre, je deviens plus attentive aux choses sucrées. Vous savez pourquoi aujourd'hui? Parce que le sucre apaise et que la frustration, la compensation que je voulais faire passait par des choses douces. Et pour moi, c'était du sucré. Et puis vous avez un souvenir particulier de cette rencontre avec ces diététiciennes, et c'était pas vous, donc vous allez pouvoir répondre à sa place. Non, c'était... Vous allez nous dire, bien sûr, rassurez-nous, vous ne dites pas ce genre de choses, mais vous entendez quoi à ce moment-là? Moi, j'entends à ce moment-là, je ne comprends pas, il faut quand même que vous soyez attentive à ce que vous faites. Vous avez une entière responsabilité de ce qui vous arrive. C'est pas parce que vous êtes italienne que vous devez absolument manger des pâtes. Cette première diététicienne est assez brusque. Vous êtes responsable de votre poids. Je suis pas responsable, je suis coupable.
Alors on va voir tout à l'heure effectivement comment un événement dans votre existence va vous faire basculer dans une autre situation. Vous allez découvrir l'obésité à ce moment-là. Juste Laurence, qu'est-ce qui vous marque dans ce qu'on vient d'entendre? Alors, ce qui me sidère encore, et tous les jours ça me sidère dans ma pratique, c'est que on pourrait croire que c'était dans les années 85, par là, sauf qu'aujourd'hui c'est toujours C'est la même ça. chose. Moi je rencontre de très jeunes filles qui me racontent la même chose, qu'elles ont rencontré des diététiciens, des nutritionnistes, des médecins, qui ont des gynécos, qui ont un propos qui est d'une violence, d'une agressivité par rapport à ce qu'est la personne en face, dans son désarroi de « je ne m'aime pas dans ce corps, je voudrais perdre du poids ». Ça paraît un peu presque anecdotique, cette perte de poids d'avant l'été. Sauf que tout ce que ça dit de « il faut que je sois bien pour l'été », puis en été, je vais pouvoir me lâcher, je vais pouvoir… C'est les vacances. C'est les vacances. Donc les vacances, ça s'associe pas du tout à la frustration, à la restriction. Ça s'associe à la désinhibition, au lâchage. Sauf que derrière une privation comme ça, le lâchage, il induit une reprise de poids, pire, une estime de soi dans les chaussettes et une recherche d'apaisement, de compensation, cette recherche de produits sucrés qui est ce que j'appelle moi tous les aliments doudous, en fait, ceux qui nous font du bien ou qui induisent une production d'un neurotransmetteur dans le cerveau qui apaise réellement et qui fait réellement du bien. Donc il ne faut pas se sentir coupable d'aimer le sucre pour le côté bon qu'il apporte, parce que c'est une réalité physique. Parce qu'en plus, c'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire que plus on se déteste, on déteste son apparence, plus on a besoin de réconfort et plus on va vers le sucre. Donc plus on grossit et plus on se déteste. Alors Pierre, on le disait, vous grandissez dans une famille où il y a beaucoup d'amour, ça passe par la nourriture. Oui, Donc une maman très présente, oui, une grand-mère très présente, oui. pas que dans votre famille, même dans votre scolarité. Exactement, oui. Ma grand-mère, ça a été ma directrice d'école et mon institutrice de CM2. Ouais. Et au passage au collège, ma mère était ma CPE, ma conseillère principale d'éducation. Donc de l'âge... Ça fait sourire. Ah oui, Ah bah oui. oui. Pourquoi ça vous fait rire? Parce que vous voyez l'importance, vous voyez Mais l'impact. oui, parce que c'est au-delà de l'endroit où on peut être quand même très libre de nos parents, de la cellule familiale, eh bien, On peut s'affranchir à l'école. on c'est peut ça s'affranchir quand même Bien à sûr. l'école. Et là, d'un seul coup, il y a Et oui, l'école accompagne aussi la famille. voilà. Et donc vous, Pierre, dans cette petite enfance, encore une fois, il y a de la nourriture, c'est présent, c'est-à-dire qu'on vous donne spécialement plus à manger, par exemple, vous avez cette sensation par rapport aux autres? Alors oui, j'ai cette sensation qu'en fait, il y a une sorte de cloche au-dessus de moi, de bienveillance, justement, et du fait d'être fils unique, souvent aussi, quand je m'ennuyais, c'était ah bah tiens, t'as pas envie de manger ci, t'as pas envie de manger ça, surtout chez ma grand-mère, quoi. Et quand je rentrais de l'école le soir, ma mère aussi rentrait de l'école, donc fallait être un enfant plutôt discipliné et calme. Donc elle voyait des enfants toute la journée, Voilà, c'est agités. Donc il fallait que vous soyez un enfant sage. Donc Voilà. vous ne pouviez pas forcément faire des jeux d'enfants. Donc du coup, ça se... Ça se traduisait souvent par manger quelque chose. Et alors, premier diététicien à 6 ans, vous vous Un rappelez? sketch. Un sketch, c'est-à-dire? Un sketch. Je commence sérieusement à prendre du poids, donc, et on va voir une diététicienne à l'hôpital. Et la question de cette diététicienne est qu'est-ce que tu manges? Et moi, comme j'étais en refus un peu total, je comprenais pas ce que je faisais là, en fait. Je lui dis, je mange du caviar, du homard, du foie gras. Donc ça, c'est une blagounette pour vous. Voilà. La diététicienne, elle est assise. Elle m'a comme ça. Et qu'est-ce que tu bois? Et à l'époque, mes parents, ils prenaient l'apéro le soir, le week-end, avec des amis, et ils faisaient un cocktail à base de rhum, etc. Et mon père, pour plaisanter, appelait ça du mamadoudou. Et donc, la diététicienne, elle me demande ce que je bois, et je lui dis du mamadoudou. Et là, ma mère était effondrée, mon père... il a beaucoup d'humour, donc lui, il en rigolait, il se dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il nous fait là, quoi. Mais qu'est-ce que ça nous dit finalement? C'est que vous refusez à ce moment-là une quelconque aide. Parce que pour vous, il n'y a pas de problème. Alors, À 6 ans. ouais, sans doute, on s'en rend pas compte. Même s'il y a déjà des propos insultants de la part l'école des camarades, bien sûr. Vous vous rappelez de quoi dans la petite enfance? Ah, gros porc, gros lard. Ah ouais, ouais. Là, je me retourne vers la psychologue. Ce qui est de pire pour un être humain, c'est le rejet. Alors oui, Ça a été évidemment, étudié scientifiquement. Donc surtout à là, l'école. quand on est petit, quand on entend ça, ça marque, la preuve, c'est que, je ne sais pas quel âge vous avez, mais plusieurs années ou dizaines. 36 ans, on lance. Donc 30 ans plus tard, on s'en souvient, on se souvient des mots, et je suis sûre qu'avec un... et des sensations. Et des sensations que... Même des scènes, par exemple, dans ma situation, ma position dans la cour d'école, je me vois parfaitement quand je me fais insulter par telle personne. Je me souviens du nom de la personne, etc., qui m'insulte à ce moment-là. Devant tout le monde. Bien sûr. Et- Il faut que l'humiliation soit
complète, en fait. Et au moment de cette humiliation, qu'est-ce que vous dites dans votre tête à ce moment-là? Bah, ça fait mal, ça c'est clair, mais au final on l'accepte. Parce que justement on veut s'intégrer. Et après on transforme ça et on prend plus de place physique pour justement se défendre de ça, quoi. Laurence, vous allez dire? Oui, enfin, il y a plein de choses. Il y a déjà ce côté stigmatisant et discriminant de l'étiquette qui est collée. Et petit à petit, on se perçoit, on se ressent, on admet, d'une certaine manière, on se rebelle pas à cette fameuse douce violence. Cette habituation, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. On finit par se dire que oui, les On autres accepte. ont raison. C'est une forme d'acceptation, Bien sûr. mais qui colore tout le reste du fonctionnement, puisqu'à partir du moment où je suis devenue le gros quelque chose, et que j'ai grandi et que je prends de la place, j'ai à cœur aussi de rester celui-là, cette étiquette qu'on m'a collée, qui m'a peut-être pas plu au début, Oui. mais qui me définit. L'adolescence, comment ça se passe? C'est, dans la majorité des cas, la période des premiers flirts. Ah, l'éternel meilleur ami. Voilà. Ah, une frustration totale. Douleur même. Quand vous dites une douleur, vous pensez à des moments particuliers? C'est-à-dire que vous osez aller vers les autres? Vous n'osez pas aller vers les autres? J'essaye, mais je crois que j'aurais pu ouvrir une jardinerie tellement j'ai eu de râteaux. Mais ouais, j'essaye d'aller vers les autres. Alors j'y vais avec ma bonhomie, ma sympathie. Et puis on développe d'autres choses. On développe du charisme, de l'empathie, de la compassion pour les autres. On s'ouvre différemment aux autres, puisque l'on n'est pas accepté comme une entité d'adolescent normal, en fait. Donc ouais, c'est dur, hein. Et cette douleur, à cette époque, vous la cachez? Bien évidemment. Donc je m'enferme toujours dans cet embonpoint. Et je pense que personne ne comprend ça. Cette rage qu'on a envie de sortir du fait de ne pas s'intégrer normalement dans un schéma classique d'adolescent, quoi. C'est une rage difficile parce qu'elle est presque plus souvent tournée contre nous-mêmes Bien sûr. que contre les autres. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est parce que je suis comme ça, que c'est de ma Responsabilité? responsabilité que l'autre va me considérer comme le meilleur ami ou la meilleure amie. Oui, c'est ça. Et je ne suis que la seule à être en capacité de changer les choses. Laurence? Il faut dire quand même qu'on a largement planté cette graine, et encore aujourd'hui, dans le cerveau d'à peu près tout le monde, que c'est une question de volonté de maigrir, c'est une question de volonté de décider d'être autrement en termes corporels, et que donc l'obèse ou le gros, il manque de volonté, il est fainéant, il est pas sportif, donc il est coach potato, il est... 16 ans, j'arrive au lycée, j'ai plus ma mère, j'ai plus ma grand-mère pour me surveiller. Ah, pour moi, ça a été la libération, en fait. Donc là, je vais un peu me brûler les ailes, oui, en effet. Ouais. Ça se concrétise comment? Ça se concrétise comment? Oui, voilà, je consomme énormément de cannabis et autres substances illicites. Ils sont censés être amotivationnels. Voilà. Donc les résultats scolaires, à ce moment-là, ça donne quoi? C'est une catastrophe. Je me fais renvoyer de mon lycée à ma seconde. Je finis dans un lycée privé où je continue toujours ça, mais avec un peu une prise de conscience. Et l'envie de satisfaire ses parents aussi. C'est-à-dire? De bien travailler à l'école. Et puis après, le cursus continue, et puis on arrive en terminale, et puis en terminale, on va pas se présenter au bac. Et en plus, on parlait des étiquettes tout à l'heure, dans la petite enfance, et là, à l'adolescence, à cause des résultats scolaires, je crois que c'est un prof qui vous appelle Attila, comment il vous appelle? Oh oui, Attila. En seconde, ouais, mon prof de maths m'appelait Attila. Parce que j'étais le roi des 1. J'avais toujours 1 en maths. Donc c'est une blagounette qui va vous... Ah oui, oui. Ah oui, c'est vraiment mettre le doigt sur quelque chose. Lui, ça pouvait peut-être le faire rire, mais voilà, 20 ans après, c'est inscrit. Et alors, cette maman, cette grand-mère surprotectrice, est-ce qu'elle se rend compte de tout ça ou pas, à ce moment-là? Pas vraiment, non. Déjà, il y a eu une prise de poids exponentielle fin du collège et au lycée, où je suis vraiment monté assez fortement. Et aujourd'hui, avec le recul, vous savez pourquoi aussi? Je me cherchais, en fait. Je savais pas qui j'étais. Donc il fallait que je trouve des réponses. Et alors, vous n'acceptez pas, c'est cette période où vous n'acceptez pas cette idée d'obésité. Ça ne vous parle pas? Non,
Non, pour moi, voilà, j'étais fort, j'étais gros, j'étais grand, je fais 1m92, enfin voilà. On m'embêtait pas. Au début du lycée, j'étais allé voir une diététicienne quand même, aussi revoir une autre diététicienne. Et là, j'avais des fiches de régime à suivre, mais je perdais 10 kilos, j'en reprenais 15 3 mois après. C'était tout le temps ça, quoi. Et donc dans le déni total justement de ce que je suis. Et je me mens à moi-même pendant des années, quoi. C'est un paradoxe parce que vous dites, je suis dans le déni, mais je vais quand même voir un spécialiste. En même temps, les solutions qu'on me propose sont pas les bonnes. Donc finalement, c'est un combat, une lutte, mais qui est un peu presque perdu d'avance. Ouais, plus ou moins. Alors c'est ce que Laurence disait, c'est que j'ai toujours aussi dans cette notion de faire plaisir à l'autre et de s'adapter aussi. Donc mes parents me disent, Pierre, faut que tu fasses attention, tu manges trop, enfin voilà, il faut que tu perdes du poids là, ça devient dangereux pour toi. Et donc, bah oui, t'as raison. Donc on va aller voir quelqu'un. Pour faire plaisir. Oui. Donc on verra tout à l'heure quel était le déclic qui fait que vous avez fait le choix, vous, de perdre du poids, et comment vous avez fait pour perdre du poids, effectivement, sans intervention chirurgicale. Plus de 100 kilos, c'est très impressionnant. Alors, Émilie, vous n'êtes pas fait unique, vous étiez 3 ? Oui, 3. Mais en quoi ce qu'on vient de raconter jusqu'à maintenant résonne pour vous ? Mais en fait, c'est surtout ce qu'on a vécu à l'école. Le fait de se sentir différent, mais en même temps, on réalise pas vraiment. C'est assez compliqué quand on est enfant. Moi, je me rappelle d'une fois où, malgré que j'étais pas obèse enfant, ma grand-mère a dit à ma sœur, oh, t'as des cuisses de mouche. Et moi, je suis arrivée à ce moment-là, elle dit, par contre, toi, hein, la cantine est bonne. Et ça... Une grand-mère psychologue, donc. Grand-mère psychologue. Ouais, voilà. On sait que cette génération faisait son mieux. Hein. Oui, mais... Françoise Dolto n'était pas passée par là. C'est clair. Et donc il y a un florilège de phrases comme ça dans cette génération. Est-ce que c'est cette même grand-mère qui distribue des gâteaux à Non. tout le monde ? C'est une autre grand-mère ? Oui. Elle distribue des gâteaux à tout le monde sauf à vous. C'est-à-dire qu'en fait, elle Ouais. passe pour la deuxième tournée. Donc la première tournée, voilà, avec les cousins, cousines. Et quand ça passait à moi, elle disait devant tout le monde, non, mais toi, t'en as pas besoin. Et elle, et hop, voilà. Ah, c'est horrible ça. Ouais. Est-ce que ça résonne là ? Tout de suite vous réagissez. Bon, moi je suis choqué évidemment, mais j'ai l'impression que vous êtes encore plus que moi. C'est une grande porte qu'on te claque dans le nez, la censure arrive, paf. C'est violent, quoi. C'est violent. Marie ? Alors, et Et ce qui est d'autant plus violent- que c'est une violence qui t'arrive en pleine face de quelqu'un qui t'aime. Oui, ah oui, parce que là, par contre, elle a un amour de ses petits-enfants Donc, c'est inconditionnel. tout ça là, vraiment. qui est dur. Ouais. Mais ces choses-là, j'ai encore été confrontée le mois dernier avec la même grand-mère. Même étant opérée, même ayant perdu 42 kilos, elle nous a invités à manger et arrivée au dessert, elle avait fait des choux à la crème. Elle m'a dit, bah non, toi, il t'en faut peut-être pas. Voilà. Oui. Et paradoxalement, elle m'a dit quelques jours plus tôt, ça serait bien que tu arrêtes de maigrir parce qu'après, tu seras plus très jolie. Donc, enfin, vous voyez, c'est... Tout se mélange. C'est quoi ce geste ? Bah, C'est n'importe quoi vous Ah oui, on met la salade et on remet. Oui, tout se mélange. Et vous Martine, qu'est-ce que vous ressentez quand Mais- cette scène d'enfant ? Ouais, cette scène d'enfance, elle est violente parce que souvent, celui qui va faire le plus mal, c'est celui qui nous est le plus proche. Oui. Et c'est par amour Oui. que les choses. Parce qu'ils pensent vous protéger ? Ils pensent nous protéger. Alors moi, c'était une obésité qui s'est développée à l'âge adulte. De ma cellule familiale, alors que la maman de papa était obèse. Papa a toujours terriblement souffert de mon obésité. Et je crois que même si je m'étais transformée en feuille de papier à cigarette, il aurait continué à me voir obèse. Parce qu'il avait ce traumatisme à lui, Oui. personnel, de voir Oui, sa mère. Je pense. Et donc, effectivement, je sais pas, moi, Noël, une tranche de foie gras, comme on a tous envie de la manger, bah, papa, c'était toujours, bon, mais coupe la fine, hein, pour toi, fais attention à ça. Mais parce que je pense que, à travers moi, c'était la première fois qu'il était en capacité de me dire toute la souffrance qu'il a eue vis-à-vis de sa maman, puisque ma grand-mère a toujours été une femme obèse, Et lui, en tant qu'enfant, c'était un et problème. ça a dû être un problème pour lui. Et vous, Laurence, vous êtes psychologue, donc ça vous choque pas de savoir que finalement, ça vous surprend pas plutôt, de voir que ce sont les plus proches qui peuvent blesser le plus finalement, Mais, oui. alors qu'ils aiment. Mais bien sûr, sauf que les plus proches, à la fois veulent le meilleur
Vous savez, ma mère dit toujours l'enfer est pavé de bonnes intentions. J'adore cette phrase parce que c'est vrai qu'on veut faire le bien, on veut le meilleur pour son enfant. Parfois même, on reproduit des choses où on se dit, je sais pas, j'ai une fille, je suis obèse, ben je veux pas qu'elle vive le parcours que j'ai vécu, donc je vais essayer de contrôler tout dès le début pour éviter que. Et puis finalement, on l'engage justement dans ce rapport complètement perturbé à l'alimentation et pas seulement à son corps aussi, à l'image qu'elle en a, à l'image qu'on en a, mais surtout. Un enfant, ce qu'il attend de ses parents, grands-parents, enfin des gens les plus proches, c'est un amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition de forme, sans condition d'intelligence, sans condition de... Et c'est ce qui fait si mal, c'est qu'à ce moment-là, l'amour est conditionné. Si je veux qu'il m'aime pleinement, il va falloir que j'arrive à être comme il ou elle m'attend. Ça vous parle, Oui. Émilie? Ah oui, bien sûr. Et alors, dans cette adolescence, vous faites votre premier régime à l'âge de 14 ans. Oui. Donc avant l'âge de 14 ans, vous disiez quoi? Vous disiez obèse, surpoids Mais en ronde. fait, ce qui est incroyable, c'est que quand je regarde les photos, j'étais pas obèse. Mais dans votre tête? Je l'étais. Et j'avais l'impression que les gens me voyaient de cette manière-là aussi. Premier régime, 14 ans. Oui. C'est vous qui le décidez. C'est moi qui le décide. Là, vous perdez du poids. Oui. Et votre nouvelle apparence vous plaît drôlement, vous avez envie d'en profiter. Oui, j'en profite. C'est-à-dire? J'ai eu mon premier vrai flirt, enfin le premier amour, on va appeler ça comme ça. Et en fait, je me suis aperçue que, étant une femme, on pouvait séduire. Et en fait, toute la nourriture était remplacée par les garçons. C'est-à-dire qu'en fait, on a parlé tout à l'heure de la nourriture doudou qui réconforte. Vous avez la sensation que finalement, vous cherchez Compenser le manque d'amour, mais le jour où on peut investir ce registre-là, ben on le surinvestit parce qu'en fait c'est aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Tant que je suis toute seule, ben je mange et ça me comble, ça me donne de la réassurance, une espèce de réconfort. Mais le jour où c'est les bras d'un homme ou les baisers d'un homme ou les compliments, ça peut venir remplacer. Alors, vous avez un point commun toutes les deux, c'est que vous allez rencontrer aussi votre mari très jeune. À 16 ans. Et Il est estomaqué. Non, mais je dis, il y a plein de similitudes, en fait, dans nos parcours. Voilà. Ouais. Et donc, vous allez avoir 3 enfants. Première grossesse, Oui. vous avez quel âge? 19 ans. Et alors là, c'est un moment très particulier, vous vous en souvenez, parce que finalement, vous qui avez lutté, fait des régimes, enfin, c'est une lutte permanente, ça devient une obsession, cette histoire de poids. Là, d'un seul coup, c'est, ah ben là, j'ai... Je vais pouvoir manger tout et n'importe quoi. Et ma grand-mère va pas pouvoir me dire, toi non. Personne ne me dira rien. Personne ne me dira rien. Et je me rends même pas compte que je grossis. C'est quelque chose d'incroyable. C'est que je grossis de 35 kilos les 6 derniers mois de ma grossesse, ce qui est énorme. Ah oui, Ouais. en 6 mois. Même moins de 6 mois. Ah oui, d'accord. Eh bien, aucun médecin me l'a dit. Personne ne vous dit, tiens, c'est un peu spécial. Personne. Avec le recul, je dirais, j'étais dans le déni complet du fait que je devenais du jour au lendemain d'un poids normal à une obésité morbide, c'est-à-dire en l'espace de moins de 6 mois. Qu'est-ce que ça veut dire obésité morbide? Ah oui, alors en plus, je déteste. C'est fort comme mot. Ah, je déteste ce mot. L'obésité morbide. Alors, d'abord, on a un autre mot qu'on n'utilise jamais qui s'appelle obésité massive. Moi, je trouve que déjà, ça ne dit pas la même chose. En fait, pour définir la corpulence, on a une échelle qui va de dénutrition à obésité massive. Et il y a des paliers. Des paliers, merci. Qui sont un chiffre qui est obtenu en divisant le poids par la taille au carré. Voilà, ça c'est censé représenter Le fameux IMC. c'est le ça. fameux IMC, indice de masse corporelle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on prend l'indice de masse corporelle d'une personne et on le met face à cette... Et c'est une manière de dire, voilà comment il faudrait que vous soyez. Exactement, Voilà, sauf qu'on ne peut pas comparer un individu Non. à un grand nombre d'individus, ce n'est pas possible. C'est toujours mon cas. C'est-à-dire? Sur une échelle comme ça, je suis toujours en obésité. Ouais. Sauf que quand on étudie ma composition corporelle, elle prouve en fait que je suis quasiment dans la normalité. Alors on va parler tout à l'heure effectivement de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et de effectivement comment vous avez les uns et les autres perdu
tous ces kilos, qu'est-ce que ça change dans la tête? Et si on revient donc à votre histoire, il y avait donc cette première grossesse où vous dites c'est fou comme moi je me rends compte de rien et autour de moi personne ne se rend compte de rien. Il va y avoir un deuxième enfant, Oui. donc une deuxième grossesse. Oui. Et donc comment ça se passe? Ça s'accumule Ça s'accumule. Tout s'accumule. et vous allez vous marier. Oui. Votre mari vous demande un mariage et là vous dites non, j'ai pas envie d'être ce genre de marié. Ben, j'avais pas envie d'être la grosse mariée. Enfin, quand on est marié, tout le monde nous regarde. Parce qu'à un moment donné, il peut y avoir 300 invités, des gens qu'on connaît pas forcément parce que les parents invitent, parce que c'est des connaissances au vin d'honneur. Ils vont regarder que moi. Et en plus, j'ai un mari qui est mince. Moi aussi. Il a pris 4 kilos, moi j'en ai pris 70. De temps en temps, je lui aurais bien voulu lui en donner un peu. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? C'est ce paradoxe de la vie. C'est le paradoxe, quoi. C'est juste extraordinaire. Ça montre bien que l'amour, ça transcende quand même un certain nombre de choses. Mais pour vous, c'est un problème sur les photos. Ah bah oui. Dans votre tête, vous dites non, lui est mince. Et puis la robe aussi. Il y a tous ces gens qui vont me regarder. Oui. Et donc vous allez vous mettre la pression et il va se passer quoi? Vous faites un régime? Alors, je dirais pas que je me suis mis la pression. Par contre, je me suis prise en main et j'ai été voir une kinésiologue. Kinésiologue, je sais pas ce que ça veut dire. Kinésiologue. En fait, elle part du principe que notre corps, lui, enregistre tout. Et c'est comme si notre vie était un cahier et qu'à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, on fait une petite corne. Et puis le cahier, à un moment donné, on ne peut plus ouvrir, réécrire la page. Donc elle vient sur ces pages-là et elle met un coup de repassage. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous aider du coup? Et elle va m'aider et là, je perds 20 kilos. Je perds 20 kilos avec une facilité déconcertante. Donc le jour du mariage, vous êtes contente? J'ai pas perdu le poids que je voulais, mais en tout cas, j'étais satisfaite. Et puis une troisième grossesse, Oui, troisième enfant. oui. Et là, vous dépassez les 100 kilos. Étant enceinte, oui. Une fois accouchée, je les ai pas encore atteints, les 100 kilos. Ça sera après que les 100 kilos arriveront. D'accord. Pour quelle taille? 1m59. Donc à ce moment-là, quelle est l'image que vous avez de vous? Toujours dans le déni. Pas de problème d'image. Et d'ailleurs, je pense que mes amis pourront dire Émilie n'a jamais eu de problème d'image avec son poids. J'étais entourée d'amis, j'avais pas ce problème-là. Du moins, à l'époque, il me semblait ne pas avoir ce problème-là. Alors on va voir tout à l'heure ce qui a provoqué un déclic pour vous aussi. Marie, j'ai parlé d'un événement, effectivement, qui fait que vous avez découvert, vous avez vécu aussi cette expérience de l'obésité. Donc cet événement, vous aviez 25 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? On est jeunes mariés, on commence dans la vie, on est super heureux et on veut un enfant. Et je tombe très rapidement enceinte. Et puis, comme tous les jeunes couples, on décroche le téléphone, on appelle papa, maman, les copains, la famille. Tout va bien. Le premier trimestre est un petit peu chaotique, mais bon. Et puis un matin, les choses prennent une autre tournure, des douleurs, des contractions, des picotements dans le ventre. Et puis on part pour l'hôpital très rapidement et la fausse couche est là. Et en fait, j'étais enceinte de presque 5 mois. Et je ne me remettrai jamais de la perte de ce bébé. Et puis je n'entends pas la souffrance de mon mari. C'est-à-dire? Il est pris entre les deux. Il est entre ce que lui souffre et puis ma souffrance à moi, où il me rassure, il me dit « Ne t'inquiète pas mon amour, tout va bien se passer, on en aura d'autres. » Le « on en aura d'autres » chez moi fait écho à « celui-ci je le voulais pas ». Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est-à-dire qu'après cette phrase, vous êtes un petit peu refermé? Je me renferme et je prends du poids, les fameux 30 kilos en quelques mois, oui. Vous vous renfermez et je commence à manger. vous tournez vers la nourriture. J'ai toujours aimé manger, cuisiner. Là, je me refuse à cuisiner. Donc, on va commander énormément de plats tout préparés. Et puis, je regarde un menu et je suis très urbaine. J'habite en plein cœur de la capitale et c'est très facile. On décroche le téléphone, on commande. Je sais pas quelle entrée prendre, je sais pas quel plat. C'est pas grave, on va prendre 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. Et toi, chérie, qu'est-ce que tu veux? Ah, c'était juste pour toi. À l'époque, vous décidez de ne pas vous peser. Non, c'est pas intéressant. Bon, je vois que je m'arrondis, hein. Et puis, de toute façon, les vêtements ont vite fait de le dire. Et puis, je travaille dans une entreprise où je suis assistante de direction.
Bon, les collègues me regardent un peu différemment, mais sans plus, quoi. Et puis mon mari était là. Il m'a rien dit. Toi, donc, tu... Il m'a rien dit. C'est-à-dire qu'au fond, cet amour inconditionnel dont rêvent tous les humains sur cette terre, On l'a eu. On l'a eu. ouais, Et en même temps, il nous a fait du mal. C'est vraiment compliqué parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui me dise mon mari m'a dit que j'étais une grosse vache et vraiment ça m'a bien aidé. Non, je pense. c'est terrible. C'est la chose la pire qui puisse arriver. Donc il ne faut pas le regretter. Je pense que ça vous a juste permis d'aller dans votre rythme là où vous pouviez aller. Moi, j'ai pas trop. C'est l'entreprise qui va me montrer que la société ne peut pas m'accepter. c'est-à-dire. C'est-à-dire que donc je suis cette assistante de direction qui part à l'étranger une fois par mois faire le reporting. Et puis en milieu de mois, je monte à la DRH chercher les billets d'avion. Et il y a 2 billets d'avion au lieu de 3. Et je dis à la secrétaire, bon, il y en a un qui part pas. Elle me dit, ah ben, le directeur veut absolument te voir. Et là, je rentre dans le bureau du directeur qui me dit, écoute, on a fait appel à une intérimaire parce que tu comprends, tu ne représentes plus l'image de la société. Et c'est dit comme ça. C'est dit comme ça. Qu'est-ce que vous dites dans votre tête à ce moment-là? Je peux? Connard. C'est le premier mot qui est venu. Le deuxième mot qui est venu... Vous le vivez comme une agression, Bien sûr. comme un rejet. Bien sûr. Le deuxième mot qui est venu, c'est j'aime pas les roues et je te l'ai jamais fait remarquer. Et puis le troisième mot, c'est la bêtise qu'on fait quand on a 24 ans, 25 ans. C'est tu recevras ma lettre de démission, je me casse tout de suite. Oui, c'est une bombe, quoi. En fait. Oui, c'est une bombe, c'est une bombe. Et je rentre en me disant, oh là là, mon Dieu, est-ce que tu es sûr que tu n'as pas fait une bêtise? Qu'est-ce que va dire ton mari? Et surtout, comment tu vas lui dire? Ah oui. Parce que... C'est-à-dire? Bah, j'ai pas franchement envie de lui dire que je représente plus la société. Donc, je me dis que la société est intransigeante. Je me dis qu'après tout, je suis pas si grosse que ça. Et puis, j'arrête de travailler. Je tombe enceinte quasiment en même temps. Et donc là, je vais me concentrer sur cette grossesse de façon un peu plus attentive en me disant, bon, on verra après. Alors, Pierre, on a parlé de vos années effectivement de lycée où vous allez vous éloigner de plus en plus des autres. Vous allez vous isoler, on va dire, vous parlez du cannabis, etc., la fête, etc. Et puis, à 22 ans, il y a une sorte de première prise de conscience. Ouais. Pour quelle raison et dans quel contexte? Ma prise de conscience parce que je reviens d'un périple assez éprouvant psychologiquement, émotionnellement, du fait de la prise de drogue, etc. J'appelle ça mon périple technoïde. J'étais adepte de tout ce qui était rave party, free party, etc. Ah oui, donc c'est pas que du cannabis là. Voilà, exactement. Et donc, du coup, je reviens complètement abîmé, quoi. Abîmé, en plein tourment. Qui je suis, qu'est-ce que je fais? Mince, t'es quand même quelqu'un d'intelligent, tout le monde te le dit, etc. T'es parti pour rien faire de ta vie. Et là, je découvre les premières crises d'angoisse. Ça se concrétise comment? Ah, une boule ici, on a l'impression de mourir, replié sur soi, l'impression qu'on est en train de faire un arrêt cardiaque. Et j'en parle à ma mère, puisque j'étais chez mes parents encore à l'époque. Je dis, ça va pas, je sais pas ce que j'ai. Donc on va voir le médecin qui dit, ben non, t'es en train de faire une crise d'angoisse. Et ben là, on lâche un peu tout, là, à sa mère, entre quatre yeux. On lui dit, bon, bah voilà, je t'explique. Depuis toutes ces années, je te mens. Je ne suis pas celui que tu crois. Je vais en free party, je prends des substances, et je pense qu'aujourd'hui, ça m'a démoli, quoi. Ce qui fait que je suis pas bien, quoi. Vraiment pas bien. J'ai besoin de toi. Au secours. Et là, il va se passer quoi? Et là, à cette époque-là, elle travaillait avec un ami à elle, qui, sa maman, faisait du Reiki. C'est quoi le Reiki alors? Le Reiki, c'est une médecine douce. En fait, c'est la guérison par la juxtaposition des mains, parce que j'ai mon diplôme en Reiki. Ah, Oh là Oh bah Vas-y, alors. la guérison par la juxtaposition de. Voilà. Donc là, je commence le Reiki, etc. Je tombe sur ma troisième grand-mère, comme je lui dis à Janine, qui me sauve la vie, quoi. Donc, elle vous sauve la vie en faisant quoi finalement? En vous écoutant Voilà, c'est ça. En m'écoutant sans me juger, sans interpréter ce que je dis, quelqu'un de neutre qui va me donner des pistes pour comprendre.
Et je comprends assez vite, en fait. Vous comprenez quoi à ce moment-là? Je comprends assez vite le pourquoi j'ai eu ce besoin, en fait, de partir dans des paradis artificiels pour oublier cette chape de plomb que j'avais accumulée, cette carapace que j'avais pendant tant d'années, pour me protéger des agressions extérieures, mais en même temps, ce qui est complètement schizophrène, de prendre une place dans la société, bien sur ses deux jambes, debout, assis, et très rapidement, j'arrête toute prise de quoi que ce soit, quoi. La vraie prise de conscience, pour vous, ça va être quelques années plus tard. Vous avez 27 ans. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe à 27 ans? Avec Janine, justement, on parlait toujours du poids. Et puis elle me disait souvent, est-ce que parfois tu te regardes nu dans la glace? Et moi, ça me semblait complètement anodin, quoi, en fait. Mais elle me dit, non, mais regarde-toi sans te juger et regarde-toi avec amour. Mais fais-le, essaye. Et puis un matin, je sors de la douche et puis je me mets à poil, c'est le cas de le dire. Et là, waouh. C'est quoi cet amas de graisse? C'est quoi tous ces plis? C'est quoi? Je ressemble à quoi? Tiens, mon pubis, ah, il est là. Enfin, voilà, c'est... Donc c'est... Ouais, c'est violent. Hein. C'est très, très violent. Et ce jour-là, plus qu'un autre? Oui, parce que je pense que j'ai eu ce déclic de passer le cap, donc d'être dans l'acceptation de ce que je suis. C'est ce qui va lancer après ma démarche de perte de poids, quoi. J'aime bien ce mot acceptation. Il est important et il est souvent très mal entendu. C'est-à-dire que quand on dit acceptation, les gens entendent résignation. C'est pas ça du tout ce que dit Pierre, et c'est joli la manière dont il le dit. C'est que finalement cette acceptation, c'est la nécessaire prise en conscience de ce qui est pour accepter de le faire changer ou pour pouvoir commencer à le faire changer. C'est donc pas une fin, c'est un moyen, c'est un début, l'acceptation. Alors, on va voir ce que vous avez fait. Parce qu'à ce moment-là, de ce jour-là, dans le miroir, vous voyez un homme donc d'1m92 qui pèse combien de kilos? Là, je connais pas mon poids, en fait. Mais je vais le découvrir après, quelques temps après. Et là, je regarde un homme qui fait 241 kilos dans le miroir. Et vous vous rappelez de ce moment où vous voyez ce chiffre? Alors, je suis allé voir mon médecin traitant. Je lui dis, écoute, faut que je fasse quelque chose, là. Ça va plus. Je ne me supporte plus. Qui me dit, écoute, très bien, est-ce que tu veux aller dans l'hôpital dans la ville où j'habite? Et je dis, non, parce que c'est une petite ville, je connais plein de gens, je suis quelqu'un de jovial, on développe au fur et à mesure des années. C'est-à-dire pourquoi vous regardez Laurence alors que vous ne vous connaissiez pas? Parce que c'est un phénomène connu, ça? C'est-à-dire qu'on décide de développer bien sûr. le côté jovial. On est rond, donc on est jovial. Puis de la bonhomie, ça ce côté jovial, agréable. Bon, je suis trop gros, mais au moins je suis sympa. Enfin, je suis le bon gros, quoi. Enfin, ou la bonne grosse. Voilà. Ça vous parle? Ah oui. On va masquer une forme de détresse avec au contraire une bonne humeur. Bien sûr. Une bonne humeur et d'aider les autres. Alors moi, j'étais toujours dans l'aide. J'ai accueilli des gens à la maison. Les gens appelaient ça la maison du bonheur. Le couple est idéal, tout est parfait. Alors, je crois savoir que dans les rapports intimes, ça se complique. Parce que d'un coup, on a envie d'éteindre la lumière. C'est-à-dire ce corps qu'on n'accepte pas toujours. Il y a des moments où ça devient compliqué. Moi, je me posais la question, est-ce qu'il fait semblant ou est-ce qu'il a vraiment du désir? Ça vous parle, ça, Marie? Moi, j'éteignais la lumière. C'était la condition sine qua non. D'accord. Et c'était juste comment peut-il me dire tu es belle? Jean-Pascal est mince. D'autres femmes pouvaient le regarder. Et comment il peut rentrer à la maison et supporter la grosse alors qu'il est professionnellement au contact de superbes femmes? Et juste, me retourne vers Laurence, parce que comment expliquer cet auto-dénigrement alors qu'on reçoit de l'amour, justement? Alors, particulièrement dans ce moment d'intimité, c'est très compliqué. Je ne m'aime pas, je me trouve grosse, je me trouve moche. L'autre manifeste du désir pour moi. Il va falloir que je m'expose à son regard, moi qui ne peux même pas me regarder. C'est une confrontation qui est impossible. Donc, du coup, où il y a des stratégies d'évitement, on fait pas. Non, moi j'ai pas envie, pas ce soir, j'ai la migraine, j'ai ci, j'ai ça, c'est pas possible, je suis fatiguée. Ou bien on fait en se protégeant du regard de l'autre et en imaginant qu'ainsi il ne voit pas, sauf que l'autre y touche, mais même une caresse peut être une sorte de violence. Moi j'ai des patients qui me disent, mais
quand ils touchent mes bourrelets, je me dis, ah, il les sent. Elles font l'amour, elles sont le ventre rentré, gainé, enfin, tout impossible du coup de se lâcher, de ce moment de lâchement. Il n'y a pas d'abandon. Mais non, il y a pas tout ça. Et pendant la machine continue à tourner en se disant, c'est affreux, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il sent, comment peut-il aimer ça? Donc c'est terrible. Une forme de peur d'abandon finalement. Aussi. Qu'est-ce qui va être un déclic pour vous, Marie? Le déclic pour moi, ça va être... alors, j'ai eu deux enfants. Et puis un jour, mon petit bonhomme est en train de jouer au parc avec des petites copines à lui. Et discours d'enfant. Elle est où ta maman? Là, sur le banc. Oh, elle est grosse. Ah oui, mais c'est normal, j'ai pris beaucoup de place dans son ventre. Et là, il a quel âge? Il a 7 ans. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Et je dis non. Ça peut pas être lui. Il ne peut pas porter la responsabilité de ce que je suis. La seule responsable, c'est moi. Il faut que je fasse quelque chose. Alors, on va voir comment vous avez fait effectivement pour perdre tous ces kilos. Émilie, votre déclic, c'est quoi? Alors en fait, j'ai eu une entreprise que j'ai gérée toute seule, avec des salariés. Malheureusement, ça s'est pas bien terminé. J'ai eu une liquidation. Et là, c'est la descente aux enfers, clairement. Et j'ai tout perdu. J'ai vraiment tout perdu. Et je me suis assise toute seule sur une table et je me suis dit, les compteurs sont à zéro, j'ai plus rien. Je n'ai plus que mon mari et mes 3 filles. Et moi, il y avait 2 choses. Donc j'ai fait du feng shui tibétain, j'ai passé et aussi le reiki, mon diplôme. Mais aussi, je veux retrouver l'Émilie qui est à l'intérieur de cette carapace. J'ai l'impression d'être comme que j'étais dans une tulipe où tout était en fer. Et qu'au fur et à mesure où je perds du poids, les pétales de fer tombent. Pom, pom. Et là, on voit la vraie Émilie. Alors, vous faites comment, du coup? Vous prenez quelle décision? Je prends la décision de me faire opérer de la sleeve. Cette opération, j'en avais besoin pour un coup de pouce. Parce qu'attention, cette opération n'est absolument pas magique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas croire qu'on se fait opérer et qu'après, c'est terminé. Alors, l'opération, ça consiste en quoi exactement? C'est en fait on suture l'estomac dans sa longueur de manière à laisser une poche susceptible d'accueillir les aliments beaucoup plus petite que ce qui existait auparavant. Et donc, vous faites le choix de cette opération. Oui. Il y a une appréhension? Alors là, oui, une très grosse appréhension. Heureusement, j'ai un mari extraordinaire. On parle beaucoup ensemble et sans tabou. Et beaucoup de questionnements parce que je me connais. Je sais comment je fonctionne. Donc si j'avais pas la nourriture, j'avais peur d'avoir des amants. Comme ça vous est arrivé à l'adolescence. Exactement. Vous aviez vécu ça à 15-16 ans, et vous avez peur que ça se reproduise à l'âge adulte. Oui. D'abord, l'opération au début, c'est douloureux? L'opération, c'était terrible, vraiment. Des douleurs atroces. En plus, les antidouleurs, je les supportais pas, donc on me les a enlevées. Pendant 1 mois et demi, j'ai eu une phase de dépression où je faisais que pleurer, où j'ai regretté l'opération. Je me suis dit, mais qu'as-tu fait? Et au bout d'1 mois et demi, où j'en pouvais vraiment plus, j'ai pris la décision d'aller voir un magnétiseur guérisseur que je connaissais. Et le lendemain matin, je me suis réveillée, tout allait bien. J'avais plus mal. Et est-ce que cette opération, c'est quelque chose qui coûte cher? C'est remboursé par la sécurité sociale? Alors, en fait, il y a une prise en charge. Ça dépend de l'IMC. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites 40... Fameux indice. Exactement. À partir du moment où on fait 40, à partir de 40, on est pris en charge par la sécurité sociale. Alors, on est pris en charge à partir de 35 avec des complications. Et voilà, c'est ce que j'allais rajouter, effectivement, avec des complications, voilà. Et donc, cette nouvelle vie, parce que du coup, vous allez changer physiquement, ça va changer le regard des autres? Oui. Je me suis fait draguer pour la première fois parce que je suis, en fait. Et là, ça fait bizarre. Alors forcément, j'étais toute contente, j'étais voir mon mari, je dis, je sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Non, mais il est content, il se dit... Bah, oui. Ah, il l'a bien pris, bon. Ah oui, non, mais j'ai un mari extraordinaire, non, vraiment. Et qui va comprendre qu'effectivement, vous vous réconciliez avec vous-même à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, dans votre cas, Marie, vous avez fait quel choix pour perdre... Alors moi, j'ai d'abord eu la chance d'avoir une amie qui a tiré la sonnette d'alarme et qui m'a dit tu es en danger, ça va pas bien dans ta tête, il faut absolument qu'on t'aide à aller mieux.
Et puis, une émission de télé sur l'anneau gastrique avec un chirurgien lyonnais. Et je signe. Je dis, banco, c'est ça que je vais faire. Là, on vous met un anneau. On met un anneau sur la partie haute de l'estomac. On crée une petite poche alimentaire qui est l'équivalent d'un pot de yaourt à peu près. Qui provoque quoi comme sensation? Alors, la première sensation que je redécouvre et que je n'ai pas eue depuis la fac, c'est la satiété. Le fait de poser une fourchette et de Plus dire avoir je faim. n'ai plus faim. Ah. Ça, c'est un sentiment de libération la première fois que ça arrive, quoi. Vous allez perdre 70 kilos en 2 ans. Oui. Et ce qui est assez fou, c'est que vous allez demander à regrossir un peu. Parce Oui. que ça vous déstabilise d'être trop Oui, début 2001, je fais 82 kilos, donc 10 kilos de moins qu'aujourd'hui. Et tout le monde me dit « Oh, t'es super belle !» Et moi, je me dis « Oh, je ne m'aime pas. Ce n'est pas moi. » Donc, je vais voir le médecin nutritionniste qui me suit. Je lui dis je voudrais reprendre du poids. Elle me dit ça va pas le faire, Marie. T'as fait une opération pour perdre du poids et tu veux en reprendre. Explique. Mais elle essaye de comprendre quel est mon raisonnement et pourquoi. Et elle va m'aider tout doucement parce que, comme le disait Émilie, la chirurgie de l'obésité, quelle que soit la méthode, ça n'est pas une solution. Et on peut reprendre l'intégralité du poids perdu, même avec une chirurgie. Et donc, il faut qu'on m'aide à ne pas basculer et reprendre l'intégralité des poids, mais à trouver le bon dosage. Et on va trouver le bon dosage, je vais reprendre une dizaine de kilos, et presque naturellement, je vais m'arrêter en disant c'est moi. C'est moi, c'est celui qui correspond à celui Ouais. que vous voulez Ouais. avoir. Ouais. Pierre, vous avez perdu plus de 100 kilos, et vous avez fait le choix de ne pas faire d'opération. Comme si c'était une manière de dire c'est trop fastoche, je veux y arriver par moi-même. C'est ça le raisonnement? Alors, ce que je vais dire, c'est en mon nom, hein, je ne juge pas les autres personnes, etc. Mais cette opération, pour moi, je trouvais que c'était une solution de facilité, oui. C'était une façon de mettre de côté, une fois de plus, Les raisons. l'affrontement, les raisons. C'est ça que vous vivez, en tout cas, à ce moment-là. Voilà. Alors là, je vais rebondir. Allez-y, rebondissez. Quand on fait les choses sérieusement, on va voir tout un tas de médecins, dont des psychologues. Voilà. Et non, c'est pas une solution de facilité du tout. Et il y a complètement on réapprend à se réalimenter aussi, et on réapprend à ce que notre cerveau photographie la nourriture différemment. Donc en fait, et avant de se faire opérer de tout ça. Hein. Mais comme je disais au départ, tu vois, c'est en mon nom ce que moi j'ai ressenti. Oui, bien tu vois. sûr, je comprends. C'est pour ça que je précise bien que... Oui, non, c'est pas un jugement pour ceux qui le font. Vous vous dites, Exactement. non, j'ai envie de faire autrement, il y a 1000 manières. Voilà. Et vous dites, moi j'ai envie Pour moi, le d'aborder cheminement était les racines. celui-ci. Les racines. Voilà. Je vais voir mon médecin traitant et donc je lui explique le problème et il me recommande d'aller au CHU de Charnicole à Rouen où je rencontre le docteur Follop et là il me dit ben moi pour jauger je sais que ça va pas être un moment agréable mais il faut que je vous pèse. Oui, parce qu'aucune balance chez soi ne monte jusqu'à ces poids-là. Ben non. Et là je suis confronté à une balance. Ah, les jambes. J'ai cru que j'allais faire un malaise, quoi. Un choc. Ah, oh, ouais, complètement. C'est là où vous voyez affiché 241 kilos. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Oh, je suis mal, quoi. Je suis ressorti de cette consultation mal, quoi. Mal. Alors, bah là, j'ai un fort caractère, donc je me dis, Pierre, tu vas te motiver et tu vas faire quelque chose. C'est pas ta vie, c'est pas toi, et tu y vas, quoi. Mais il va se passer quoi? Parce que vous avez parlé de tous ces régimes qui sont des privations, alors qui déjà, sont des souffrances. j'aime pas employer le mot régime, parce que pour moi, régime, c'est synonyme de restriction. Et là, en fait, j'ai besoin d'apprendre comment manger. Et tout à l'heure, Émilie parlait du sentiment de satiété. Moi, c'est quelque chose que je ne connais pas. C'est-à-dire que même aujourd'hui, je ne connais pas ce que c'est que le sentiment de satiété. Et ma nutritionniste m'a accompagné justement dans toutes mes démarches de réadaptation à manger en fonction de ce que notre corps a besoin pour fonctionner, et non nos envies, et manger pour nos souffrances, etc. Alors, ou pour combler quelque concrètement, chose. sans faire de régime, sans faire de restriction, qu'est-ce que ça veut dire finalement dans cette manière de s'alimenter?
En fait, j'ai jamais eu, de par ma nutritionniste, je n'ai jamais eu aucune restriction alimentaire. J'ai toujours eu le droit de manger, parce que manger, ça doit rester un plaisir. Mais privilégier les légumes, plutôt que de manger 500 grammes de pâtes avec de la crème fraîche. Trouver au début des palliatifs avec des épices, ce genre de choses. Privilégier des viandes grillées, etc. Et si j'avais envie de manger un morceau de foie gras, un bout de chocolat, et si éventuellement j'avais envie de mettre une cuillère de crème, fallait pas que j'hésite, quoi, pour pas justement nourrir ce sentiment de frustration. Et ça va vous faire perdre plus de 100 kilos. Alors oui, ça semble facile comme ça, mais au départ... Moi, j'ai dit en une phrase, mais ça c'est Ouais, voilà. Alors au départ, oui, il y a cette volonté d'appliquer tous les conseils de cette nutritionniste. Et elle m'avait envoyé dans un hôpital à côté d'Évreux. Ils nous réapprennent à cuisiner sainement, sans ce trop-plein de matière grasse, avec des subtilités. Et ils nous réapprennent à bouger. Voilà. En fait, je trouve que dans vos 3 parcours, il y a quelque chose qui est marquant, c'est le travail que vous avez fait sur vous, avant, au moment du déclic, après l'opération, avant l'opération. Mais en tout cas, on voit bien que ça se joue pas que dans l'assiette. Ce qu'est en train de dire Pierre, globalement, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont en train de se dire ouais, non, mais attends, mais moi, ça, c'est ce que je fais. Enfin, puis ça s'appelle un régime, quoi. Privilégier les légumes, nanana. Sauf que, à côté de toute cette question de j'ai faim, j'ai plus faim, je suis rassasiée, il y a aussi ces envies, cette gourmandise, ce besoin de se faire plaisir, ce besoin de se rassurer, se réconforter. Qu'est-ce qu'il dit de moi? Qu'est-ce qu'il dit de mes faiblesses? Et c'est ça le travail qu'ils ont fait tous les 3 en parallèle. Et c'est, à mon avis, le seul moyen de réussir quelque chose dans ce domaine-là, c'est de pas rester fixé sur l'assiette, qui ne dit qu'une petite partie du problème. Dans fixer, il y a fixation, donc on fait une fixette là-dessus. Exactement. Et ce qui évite de s'occuper du reste. Et le reste, c'est tout le fond, c'est tout. C'est quel manque, au fond, il peut y avoir dans l'existence à ce moment-là? Pas seulement le manque, parfois c'est du trop-plein. Moi, je pense que chez Pierre, par exemple, quand il raconte comment il a été nourri, un peu gavé d'amour, et tout ça, ben, il y a sûrement eu du trop-plein. Donc, c'est tout ce que je suis et qui, à un moment donné, devient invivable. Je n'arrive plus à vivre avec moi. Je voudrais dire quelque chose quand même, parce que on se rend pas compte quand on est en très fort poids de certaines situations du quotidien de frustration et de douleur. Par exemple. Prendre l'avion. Oui. S'asseoir en terrasse d'un café, dans une chaise. Prendre l'avion parce que tout simplement, on rentre pas dans le siège. Exactement. Aller au cinéma. Oui. Et le pire, c'est que ça, on n'en parle pas. Non. Parce Voilà. que c'est une honte suprême. C'est ça. Oui. Aujourd'hui, en France, il y a la suite du plan obésité qui a été porté par M. Badevant. Il y a 37 centres spécialisés dans la prise en charge pluridisciplinaire. Et on a un axe qui nous pose un souci, c'est le transport sanitaire. Et on a des personnes en très grande obésité, en obésité massive, qui sont bloquées chez elles et qui ne peuvent pas sortir de leur domicile, soit parce que le dispositif de transport sanitaire n'est pas adapté, ou alors quand il est adapté, c'est par le biais de sociétés privées, et que le reste à charge pour la personne peut être de 200, 300 € aller, retour. On voit que ça pose plusieurs questions et que ça interroge. Il y a la partie intime, purement intime et individuelle, et puis les relations de couple, les relations familiales et les questions de notre société. Il y a beaucoup de choses à faire, et donc dans un sens, je vais vous présenter mes amis dénicheurs, ceux qui cherchent des solutions dans cette société, et on va voir que sur cette question-là, il y a beaucoup de solutions qui arrivent dans tous les domaines justement. Mais auparavant, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne les uns et les autres de votre témoignage? Faut rien lâcher. La vie est trop belle. Faut y aller. Parfois, faut pas se poser de questions. Faire le grand saut. Je mange la vie. Émilie. Moi, j'ai envie de faire passer un message que vraiment, l'obésité est une maladie. Attention, ça ne donne absolument pas des excuses. Néanmoins, quand on en a conscience, on va vers les bonnes personnes pour être aidé. Et que la sleeve n'est pas une solution de facilité. Du moins, on ne va pas se faire opérer et après on est mince. Mais donne, on est bien d'accord, un sérieux coup de pouce. Mais il ne faut pas oublier que la sleeve est une solution mécanique à un problème psychologique. Donc il faut vraiment traiter ce côté-là. Marie, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre témoignage? Ben moi, je trouve que d'abord, on a été avec 3 histoires extraordinaires dans lesquelles beaucoup vont pouvoir se reconnaître, et cette façon de témoignage est importante. Il
il n'y a pas de solution miracle si ce n'est qu'on est soi-même un vrai miracle. Et c'est ce que moi je veux pour moi qui va m'aider à passer un cap, à accepter à un moment donné pour être autre chose, quelqu'un d'autre, avec mon histoire après. Laurence, beaucoup d'idées reçues sur cette question. Un décalage entre la réalité et le regard des autres, et aussi les tentatives de dissimulation, finalement, ici ou là, même pour les plus proches. Hein. En fait, ce que ça m'évoque, c'est que finalement, la souffrance se pèse pas en kilos et que ces trois histoires peuvent paraître excluantes pour des gens qui ne sont pas dits obèses, mais en réalité, on peut avoir quelques kilos de trop et se sentir dans la même souffrance que ce qu'on vient de dire là. À l'intérieur, être dans une souffrance identique. Pour moi, d'où qu'on parte, c'est un chemin. Et que ce chemin, il faut l'emprunter avec le plus de vérité, le plus de cœur possible. Et il me semble que c'est ce qu'on a vu là. Chacun a trouvé ses ressources, le Reiki, le kinésio, enfin, chacun emprunte le chemin qui lui semble être le bon. Il n'y a pas un bon chemin, mais l'important, c'est de démarrer, de la mise en route. Donc quand on parle de ce sujet de l'obésité, on voit bien que c'est peut être un drame personnel, mais c'est aussi un sujet de société, un fléau de société. Et il y a des solutions finalement sur chacun des niveaux de ce problème. Et mes camarades amis dénicheurs vont nous parler de ces solutions et je les entends. Bonjour. Luc. Bonjour. Bonjour. Nicolas. Bonjour. Je vous laisse vous installer les camarades. Bonjour. Et je vous les présente dans un instant. Luc, fils et petit-fils d'enseignants, d'instituteurs. C'est vrai. On a parlé d'éducation depuis tout à l'heure. Et donc, toi, tu fais partie de ceux qui pensent que tout vient de l'éducation qu'on peut amener là. Ah ça, oui, en effet, en effet. En gros, en 50 ans, en France, le nombre d'enfants en surpoids et en obésité est passé de 3% à 18%. D'accord ? Et surtout quand on sait que si on prend en charge ce problème de l'obésité avant l'adolescence, on peut diminuer de 50% les risques. Donc c'est pas mal. Alors moi, je vais vous amener à Courrières, dans le Pas-de-Calais, où une commune a mis en place tout un tas de systèmes ludiques et pédagogiques pour prévenir l'obésité et le surpoids. Merci, camarade. Nicolas, alors Nicolas est diététicien également à Nîmes. Et Nicolas, la première fois que j'ai rencontré, il me dit Fred, il n'y a pas de rapport entre ce que tu manges et ton poids. Une phrase comme ça mystérieuse, mais ça vous parle parce que vous avez un peu la même philosophie. Et toi aussi, tu fais partie de ceux qui sont contre les régimes. Alors surtout contre les régimes qui sont donnés par la bonne copine, le régime qui est donné par le coach sportif de la salle du sport du coin, le régime qui est donné par le dernier youtubeur, le régime qui est dans les magazines de mode. Et c'est assez paradoxal parce qu'on se retrouve avec des régimes qui sont dans les magazines de mode et à côté vous avez des images de mannequins qui sont parfaites. Et donc aujourd'hui j'aimerais vous présenter des initiatives qui sont faites en France et au Canada pour essayer de faire changer les mentalités vis-à-vis de l'image du corps et comment on peut prévenir en fait les problématiques d'obésité et de troubles alimentaires. Voilà, et ces images parfaites qui sont évidemment trafiquées. On va en parler dans un instant, parce qu'il y a du coup une référence qui est quand même une grande escroquerie. Et puis Eddy qui est comédien, et Eddy on est fiers de l'avoir parce qu'il y a un documentaire qui a fait beaucoup de bruit qui s'appelle À voix haute, sur cette association Eloquentia. Il a passé un concours et il fait partie de ceux qui ont gagné ce concours. C'est ça. Sur la prise de parole. La prise de parole en public. Et donc voilà. Et donc toi tu vas nous parler de théâtre. Ça pourrait paraître éloigné du sujet, mais ça l'est pas tant. Non, parce que je vais vous parler de théâtre et d'obésité. C'est-à-dire que comme l'a rappelé Fred, je suis comédien, moi j'adore le théâtre. Je fais du théâtre depuis que je suis tout petit. Pour moi le théâtre c'est toute ma vie en fait, parce que ça m'a donné confiance en moi et surtout ça m'a permis de m'épanouir en fait. Donc pour moi le théâtre ça fait du bien en fait. Et je vais vous parler d'une initiative en fait, d'un projet qui a été imaginé par un chirurgien spécialiste dans l'obésité. Ce chirurgien s'appelle Maxime Sodji. Et en fait, après 10 ans de pratique, il s'est rendu compte que ses patients, entre avant la chirurgie et après la chirurgie, ils se posaient beaucoup de questions et ils ressentaient énormément d'émotions. Et donc, avec 30 de ces patients, ils ont créé une espèce d'atelier où ils se sont mis à écrire. Ils se sont mis à écrire des anecdotes sur eux-mêmes, ils se sont mis à écrire ce qu'ils ressentaient vraiment. Et en fait, petit à petit, ils se sont rendus compte que ça donnait une pièce de théâtre. Et donc, cette pièce de théâtre s'appelle Dame O. Dame O pour Dame Obésité. Et donc, cette pièce de théâtre raconte un petit peu toutes les anecdotes qu'ils ont pu avoir au cours de leur vie. Et ils ont fait récemment une représentation à Tulle. Tulle, où c'est, Luc ? En Corrèze. En Corrèze, effectivement. Alors, en Corrèze, et on est allé un petit peu voir comment ça se déroulait. Là-bas, on a rencontré Angélique, qui a elle aussi écrit en fait cette pièce. Elle fait partie de ceux qui l'ont écrit. Voilà, elle fait partie de ceux qui l'ont écrit. Elle nous a parlé de son ressenti. Et c'est Rita Schreiby qui est allée les voir. Et je vous propose de regarder le reportage. C'est bien plus parlant. Et vous réagissez juste après.
Quand on est obèse, il y a une forme d'exclusion, c'est sûr. C'est l'envie de se cacher, de ne pas se montrer, de passer inaperçu pour surtout pas recevoir des paroles agressives de l'extérieur. C'est un enfermement sur soi au bout d'un moment, très rapidement. Oui, c'est difficile à vivre. J'ai toujours été plus ou moins ronde depuis toute petite. Le poids s'est accumulé petit à petit jusqu'à arriver à 117 kilos il y a 10 ans. Donc là, après avoir essayé tous les régimes, je voyais plus qu'une solution, donc c'était l'opération. J'ai perdu 37 kilos et rapidement, j'ai repris du poids. À nouveau, la machine s'est enclenchée de mauvaise estime de soi, déception, désarroi. Et là, mon chirurgien a proposé un atelier d'écriture d'une pièce de théâtre. Ça va? Et toi? Oui, pleine forme. Prêt à reprendre le rôle de Claude? Oui. Ouais. Vous avez bien répété? Je me prépare. Ouais, je te laisse se concentrer. Laisse glisser. Si je suis comme ça, tu vois, là, je suis confort. Si tu tires, je peux pas. Mais du coup, parce que. Ouais, mais moi, en fait, du coup, j'ai l'impression que t'es pas sur mon dos, c'est juste. Mais je ça suis qui sur est ton dos, bizarre. t'inquiète pas. Je cherchais du travail, je suis tombé sur une annonce sur le site de Pôle emploi, donc qui parlait de la création d'un spectacle sur le thème de l'obésité. Au moment de l'audition, on nous a parlé du fait que le texte était issu d'un atelier d'écriture fait par des patients qui avaient été opérés pour se soigner. Donc au départ, je pensais vraiment que c'était juste pour écrire et que c'était prétexte à nous faire sortir ce qu'on avait besoin à sortir. Et puis finalement, tout le monde s'est pris au jeu et le chirurgien s'est dit mais il faut en faire quelque chose. Et la pièce est née. La grande difficulté, c'était de m'accaparer leurs textes, leurs émotions, etc. et faire en sorte qu'il y ait une sorte de fusion avec mes propres émotions, sans dénaturer à la fois mon imaginaire, mais sans les trahir eux. C'est pour ça qu'il y a des mots, des scènes qui choquent, il y a des mots crus, on parle de « bouge ton gros cul ». On est vraiment là-dedans, parce que c'est ça qu'ils prennent dans la gueule à chaque fois. Je suis dame obésité. Oh, n'ayez crainte de rire ou de sourire. L'obèse a beaucoup d'humour. Le sujet est vaste. Ah oui, faisons ensemble un tour gastro-tragicomique de l'enfer et du paradis vécu par l'obèse. On a des spectateurs qui nous ont dit « Comment on fait pour en arriver là? Je comprends toujours pas ». Et je pense que en voyant la pièce, ça peut aider déjà à amorcer une petite réflexion sur non, on fait pas exprès d'en arriver là, et non, on fait pas que bouffer pour devenir obèse, et que non, on manque pas de motivation. Je pense que l'accusé est victime de la génétique, victime de la vie moderne, tout simplement. C'est pourquoi, Madame la Présidente, j'en appelle à votre clémence et à votre bon sens. Je suis innocente. On parle des moqueries que peuvent subir les personnes obèses, etc. C'est des choses que j'ai pu vivre. Donc, effectivement, ça me touche un petit peu. Je suis un peu plus sensible, je cerne un peu plus la situation. Voilà. Après, je pense que pour les autres comédiens, c'est pas non plus compliqué de se projeter. On a tous été moqués un jour pour un aspect de notre physique, quel qu'il soit. Regarde-moi ce big mazette, là. Ça, c'est malheureusement assez universel. J'ai faim. Ah, ça faisait longtemps. Au moins, il a plus sommeil. J'ai besoin de les voir sur scène. Tous les témoignages aussi de mes camarades qui sont opérés. Ça fait une piqûre de rappel régulièrement de par où on est passé et ce qu'on veut éviter à nouveau. J'ai pas du tout envie de retomber dans ce sentiment d'échec. Cela fait un certain temps que vous avez été opéré. Vous en êtes à combien de kilos perdus? Ah non, mais moi, je suis juste là pour une RNI. J'ai dû me tromper de salle d'attente. Oui. L'art-thérapie, c'est un bon outil, je pense, pour nous réconcilier avec des choses qu'on a pu vivre. J'ai pu sortir un petit peu ce que j'avais dans les tripes, ce qui me faisait souffrir. Et je pense que c'est ça qui a servi de déclic et qui m'a permis de me reprendre en main. Et là, je pense que c'est vraiment la pièce qui a joué ce rôle-là, le lien avec les autres auteurs. Donc vraiment, ça a été fort. Ça a été fort. T'en kiffes les grosses?
fait un pari avec un copain? J'aime tes formes. J'ai envie de les toucher. Je sais pas, moi. Tu me plais. Tu m'attires. C'est quoi ton nom? Jean-François. Oh, Jean-François. Merci les camarades de nous avoir montré ça. Tu vas nous dire ce qui t'a plu là-dedans. Mais réaction. On se retrouve vraiment beaucoup. Il y a des phrases qui résonnent. Oui, complètement. Complètement. Il y a des petits détails comme j'ai faim après l'opération. Oui, mais ça, oui, on a faim après l'opération. Et puis il y a des choses tellement bêtes. Quand on perd un peu de poids, par exemple, on peut croiser les jambes. C'est très bête. Mais quand on est une femme, le fait de pouvoir croiser les jambes avec des chaussures à talons et puis des collants, enfin, eh ben, on retrouve une féminité. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on n'a pas vécu l'obésité. Marie? Perdre du poids, c'est être bousculé. C'est marcher dans la rue et quand vous êtes une masse, on s'écarte pour ne pas vous toucher. Et perdre du poids... Vous avez noté ça? Oui. Et moi, c'est un souvenir personnel, mais c'est être bousculé et rentrer chez soi avec un sourire à la banane d'une oreille à l'autre, en larmes. Et tout le monde s'affole. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils m'ont bousculé. C'est-à-dire on m'a touché? Ouais. Je suis suffisamment normale pour devenir transparente. C'est une très bonne idée. C'est vrai que c'est des petits moments de vécu et on se retrouve là et on désacralise un peu tout ça. Et puis, ouais, voilà. On y va, quoi. Et toi, Eddie, qu'est-ce qui te touche là-dedans? Parce que tu as la sensation que toi, quand tu es comédien, tu joues avec les émotions. Et donc, c'est quoi qui te touche là-dedans? En fait, c'est déjà que le texte de base, c'est de la sincérité, en fait. Moi, je trouve ça formidable. L'authenticité. Et alors, est-ce que c'est une pièce qui a du succès? Eh bien, oui. Elle a même récolté plusieurs prix. Alors, notamment le prix de la santé publique. C'est quand même assez fou. Et le meilleur projet participatif français. Fait que c'est génial. Et en plus, il se trouve qu'il y a un DVD qui est sorti. Donc, ce DVD, le voici, Dame O, qu'on peut retrouver un petit peu partout sur Internet. Alors, produit par François. Et c'est écrit par des patients, par des personnes, par des gens qui ont vécu ça et qui c'est sincère. Et est-ce que justement vous auriez cet instinct d'aller voir cette pièce ou au contraire vous dites non, moi j'ai envie de laisser ça derrière moi? Alors moi je suis un tout petit peu faussée parce que dans mon rôle associatif, j'ai accompagné la première démarche du docteur Sodji sur comment on réfléchit. Et vous l'avez vu la pièce du coup? Et je l'ai vue. Damo, c'est une très belle silhouette, un très beau corps. Nous, en 2003, on avait fait une affiche qui s'appelait L'obésité tue. On voyait une femme dévêtue, toute recroquevillée sur elle-même. Et on avait eu des messages extrêmement violents. De quel droit vous montrez des bourrelets? Pourquoi vous montrez la graisse dans cet état? On voit qu'aujourd'hui, en 2016, on est sur quelque chose qui s'approprie de plus en plus aussi dans l'image du corps qui peut être différent. On va parler avec Nicolas effectivement de l'image du corps dans les publicités, dans les magazines. Luc, tu parlais d'éducation tout à l'heure. Oui. Parce qu'on a dit qu'au fond, dans le cas de ceux qui ont accepté de témoigner aujourd'hui, soit c'était une famille italienne où on mange... Enfin voilà, c'est souvent d'ailleurs une nourriture riche mais qui s'ignore en fait à chaque fois. On se rend compte que moi j'ai jamais eu de cours d'éducation de diététique ni à l'école ni dans la famille. Non, et pour la plupart des gens, c'est pas plus mal. Parce qu'on crée aussi des espèces de focalisation à trop vouloir dire, trop de choses trop tôt. La plupart des gens arrivent à s'écouter et arrivent à sentir quand c'est plus gras, ils mangent moins parce que c'est plus rassasiant. Quand c'est plus des légumes, ils en ont plus envie quand il fait chaud. Enfin, voilà, et les choses se régulent quand même pour la plupart de manière assez spontanée. Bon, alors on va voir justement ce qui se passe dans le Pas-de-Calais. Justement, dans le Pas-de-Calais, à Courrières. C'est pas le Pas-de-Calais, c'est le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais. Et oui, évidemment. Le pas décalé. Le pas décalé, ouais, c'est ça. Courrières qui a été connue parce qu'elle a vécu en 1906 le plus gros accident minier de toute l'Europe. Il y a eu un coup de grisou gigantesque, 1100 morts. Et bien aujourd'hui, Courrières va avoir une autre notoriété grâce au plan qu'ils ont mis en place qui s'appelle Vivons en forme. Alors ce plan il est méconnu et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est une association en fait qui peut aider des communes justement à prévenir l'obésité, à faire de l'éducatif aussi bien sur l'alimentation mais surtout sur le fait de se bouger, de lutter contre la sédentarité. On sait, j'avais entendu cette anecdote aux États-Unis, il y avait eu un pic d'obésité à la fin des années 70 quand on avait inventé la télécommande. C'est-à-dire qu'on ne se levait plus pour changer la chaîne de la télé, rien que ça avait fait augmenter l'obésité. Et alors, cette région
qu'on appelle maintenant les Hauts-de-France, à l'époque où il y avait eu une étude, eh bien c'était la région de France où il y avait le plus de cas d'obésité, justement. D'accord ? Alors ce plan, qu'est-ce qu'il fait ? Il vise à apprendre aux enfants à avoir un petit peu une attitude un peu plus sportive dès le matin. Alors tous les enfants, le matin, il y avait le ramassage scolaire, maintenant il n'y a plus. Il y a pédicus. Écolopathe, ça s'appelle. Écolopathe, tout simplement. Hein, il y a des agents qui viennent chercher les enfants. L'idée, c'est de faire les trajets à pied. On fait les trajets à pied. C'est une commune de 10 000 habitants, donc entre l'aller et le retour, ils font en moyenne 15 à 30 minutes. Dès qu'on arrive en classe, première activité, relaxation, exercice, étirement, sport, pendant 25 minutes à peu près. Donc ça rentre dans les mœurs dès l'enfance. Ça rentre dans les mœurs des enfants. Alors il y a des ateliers de nutrition, on apprend à avoir un repas équilibré, pourquoi pas. Alors ils ont mis en place aussi un truc que moi j'ai trouvé un peu bizarre, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est pour les enfants qui veulent, hein, on peut manger debout à la cantine. Quel est l'intérêt? Je comprends pas. Ouais. Alors l'intérêt, on m'a dit, c'était on est debout comme ça, parce qu'on passe sa journée assis en classe, ça. Donc là on est debout et du coup on fait... On m'a toujours dit qu'il fallait pas manger debout. Mais justement, moi j'ai contacté un nutritionniste qui m'a dit, moi je ne conseille pas, justement, donc c'est un peu controversé. On a deux diététiciens, on va leur poser la question. Bah oui. Qu'est-ce que... Alors moi je suis pas non plus hyper favorable, je ne pense pas que ce soit la meilleure posture, mais en même temps, si ces enfants-là le sentent et que c'est de leur propre initiative... C'est du volontariat, hein, voilà. Et donc du coup, sur cette commune en fait de Courrières, désormais, ça a donné un peu le virus aux adultes aussi. D'accord, donc on a remis en place tout un tas d'activités sportives, voilà. Ça c'est la aquagym, belle piscine aquagym, les activités sportives ont augmenté. C'est la seule commune de France qui donne un chèque de 55 € aux enfants de 7 à 17 ans pour s'inscrire dans un club de sport. Je trouve ça pas mal. C'est pas vrai. Toi, t'aurais bien aimé alors ça. Oui. Je vais y aller d'ailleurs. Ah oui, mais... Mardi. Alors en plus, tu parlais de la marche il y a un instant, mais dans ce documentaire, on a vu Eddy marcher tous les jours 10 km pour aller 10 km pour revenir de chez lui à la gare. Ouais. Et tu disais qu'en plus, ça avait une autre fonction. Mais oui, ça fait réfléchir en fait. Et ça nous fait nous redécouvrir soi-même. Donc moi, je trouve ça vachement bien la marche. On a besoin de marcher. Bah oui, on a besoin de marcher. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Ouais. Et alors justement, à Courrières, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inventé les foulées courriéroises, qui est un rendez-vous plébiscité. C'est un cross, c'est ça? C'est un cross d'une dizaine de kilomètres. Ça monte à travers les terrils. Donc voilà. Donc ce programme, il s'appelle Vivons en forme. En fait, aujourd'hui, il y a 250 villes en France, communes, qui ont ce programme. Et vous pouvez vraiment les contacter. Si vous avez envie que ça soit dans votre commune, vous pouvez bien sûr en parler à votre maire, à parler aux agents municipaux. Pour adopter ce système, parce qu'en fait, il s'agit de fiches pédagogiques, de comment installer en fait dans une commune tout un système comme ça qui peut aider les enfants et prévenir. Alors, je me retourne vers mes invités qui connaissent bien la question. Donc, on a vu que dans vos cas particuliers, c'était à chaque fois, il n'y avait pas de nom ni de mots. Évidemment, c'était un sujet quasiment tabou. Il y avait du déni. Le fait que ça soit un sujet dont on parle en classe, est-ce que ça aide, à votre avis, comme ça, spontanément? C'est-à-dire, au fond, si on arrive à se transposer, on imagine que c'est existé avant. Est-ce que vous sentez qu'il y aurait eu peut-être une prise de conscience différente, une attitude différente, ou est-ce que finalement, ce sont des drames ou des détresses plus individuelles? Moi, je dirais plus que c'est une détresse plus individuelle. Parce que finalement, l'obésité, c'est une réponse qu'on a eue pour se protéger. Il y en a qui vont tomber dans l'alcoolisme, il y en a qui vont tomber dans la drogue. L'obésité, c'était notre réponse à nous. Donc, je ne suis pas certaine, en tout cas pour mon cas, que si à l'école on en parlait avant, qu'il y avait une espèce de prévention, je ne suis pas sûre que ça m'aurait parlé. Moi, je crois que ces programmes, ce ne sont pas des programmes de lutte contre l'obésité, ce sont des programmes pour prévention, éduquer, prévenir une population générale à comment mieux vivre dans une société qui, est vrai, se sédentarise, où on peut avoir de plus en plus de difficultés à faire de l'activité physique. Donc, c'est tout au bénéfice. Aller à l'école à pied, par exemple, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Je voudrais rajouter quelque chose, c'est que finalement, ils ne vont pas jusqu'au bout des choses. Je pense qu'on l'a vu dans nos histoires, on a tous été marqués par quelqu'un qui nous a traités de gros, etc. Et je pense qu'avant d'aller faire de l'exercice, parce que je pense que si on demandait aux enfants de 6 ans comment il faut faire pour bien vivre, ils savent tous qu'il faut faire du sport. Et on nous le dit, mangez, bougez, mangez pas trop gras, tout ça, les machin. Mais peut-être que petit, on pourrait apprendre à vivre ensemble,
Pas stigmatisé. Ne pas stigmatiser et que la différence n'est pas quelque chose qui est forcément pointé du doigt. Je pense qu'il faudrait commencer par là, par l'acceptation Bon, de l'un chacun. n'empêche pas l'autre. en même temps. Mais ça, ils le font dans Je suis le d'accord. cadre du vivant informe, ils le font aussi. Pierre, dans ce que vous avez appris, vous, plus tard, qu'est-ce que vous auriez pu apprendre très jeune, finalement? À être respecté par les autres. Je pense que voilà, c'est sociétal, hein, c'est ce que Émilie dit, c'est que c'est pas que sur l'obésité, il y a sur les couleurs de peau différentes, les couleurs de cheveux, enfin voilà, tout ça, qu'il faut juste essayer d'apprendre à vivre ensemble, quoi. Ça, c'est la base. Et Accepter l'autre et sa ouais, différence. et se respecter les uns les autres, quoi. Vraiment. Laurence, un mot sur ces programmes de prévention. Et effectivement, ça ne peut pas prendre tout en compte, et notamment les cas particuliers, mais cette sensibilisation à l'exercice, à l'alimentation, qui a une conséquence sur notre vie. Ben, je trouve que Marie a super résumé ce que je pourrais dire, mais j'aime bien ce sur quoi ça rebondit, c'est-à-dire ce respect de la diversité corporelle, quelle qu'elle soit, cheveux, taille, etc. Et cette absolue nécessité de rappeler, enfin c'est pas de rappeler, c'est même plus que sensibiliser. Moi je suis effrayée, tu disais tout à l'heure Marie que on voit enfin des images de gens gros, mais aller sur les réseaux sociaux, voir comment réagissent et surréagissent les internautes sur des démonstrations de corps trop gros ou atypiques, anormaux, c'est absolument effrayant. Et je crois qu'on est loin, on peut faire longtemps encore de la prévention et de la sensibilisation pour réussir à obtenir ce vrai respect, un peu comme on parlait de la vraie acceptation tout à l'heure, ce vrai respect, c'est-à-dire cette personne-là ne me dérange pas pour ce qu'elle est. Donc là, il y a une forme de conditionnement, on va le dire, dans les mentalités. Et donc, il vient sans doute de l'image qu'on nous donne du corps. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez un peu fait la moitié de la chronique. Ça s'appelle la transition. Non, c'est très bien. C'est extraordinaire d'entendre ça. Et je crois qu'il faut bouger là-dessus. Et je voulais vous présenter ce qui est fait par nos collègues du Québec à l'heure actuelle. Il y a une association qui est en étroite relation avec le ministère de la Santé aussi, là-bas. Et ils mettent en œuvre une charte pour l'image du corps saine et diversifiée. C'est-à-dire de promouvoir de plus en plus, de voir des corps qui soient différents. Grands, petits, gros, maigres, de couleurs différentes, etc. Et le deuxième point qui est important aussi, c'est d'encourager d'avoir des alimentations saines et diversifiées. Donc ça rejoint finalement ce qui est fait de l'autre côté. En effet, il ne faut pas que ce soit normatif, que ce soit explicatif. Ça, c'est au Québec. En France, on réagit aussi. On est en étroite relation avec eux. Et aujourd'hui, on va mettre en place des amendements. Il y a des lois qui sont en train d'être mises en œuvre et qui, à partir de janvier, devraient même être effectives. Dans le but de quoi, les lois ? Alors, le but, c'est premièrement, prévenir les problématiques d'obésité. Deuxièmement, c'est que toutes les photos dont un corps sera retouché au sens de la silhouette. Donc, les photos des mannequins dans les magazines. Voilà. Des pubs, tout ça. Transformer toutes ces photos qu'on retrouve en publicité, dans les magazines, enfin de partout. Il y aura une obligation de mention marquée « photo retouchée », voulant dire que la photo est retouchée, c'est le corps qui a été, la silhouette qui a été modifiée. C'est une révolution, ça. Ça va changer les mœurs. Parce qu'en fait, voilà, on a cherché ça avec Nicolas, regardez. Ça, c'est une photo d'un mannequin, d'une jeune fille qu'on peut voir dans un magazine. Voilà, ça, c'est la photo. Sauf que cette photo, c'est pas la réalité. Cette photo, le vrai mannequin, il est comme ça. Ouais. Mais ça vend pas, alors que ça, c'est la société française. Et voilà. Voyez, on Je peut parle voir que pour nous. la, hein, que pour la différence, vous voyez. Entre les deux, voilà. Ça, c'est avec un traitement informatique de la photo. Et ça, c'est la photo originelle. Alors, eh bien, aujourd'hui, mois de janvier maintenant, ce sera marqué en dessous. Il y aura marqué, alors ça c'est nous qui l'avons marqué, parce qu'elle n'est pas encore effective, ça va être vraiment ces jours-ci. Mais il y aura une mention comme celle-ci. Mais alors, c'est-à-dire que pour obliger, parce que alors là, c'est quand je dis c'est une révolution, c'est vraiment une révolution, parce que il y a 100% des photos dans les magazines sont retouchées, et j'aime beaucoup citer Florence Foresti, qui avait fait un scandale médiatique parce qu'elle était en couverture d'un magazine, je vais pas le citer, qui est censé nous aider à nous accepter comme on est. Et ils avaient pris l'initiative tout seul de retoucher son nez, parce qu'on parle de la différence. Ils avaient enlevé une petite bosse qu'elle a sur le nez, elle avait absolument rien demandé, et donc elle avait fait savoir. Et donc c'est assez hallucinant. Et il se trouve qu'il m'arrive moi aussi d'avoir des photos dans des magazines, et les gens me rajoutent des cheveux. Ah bon ? Non mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de truc, mais c'est intéressant d'imaginer
que ça se passe partout, personne ne vous demande votre avis, c'est normal. Et alors, on vous enlève vos rides alors que vous ne l'avez pas demandé, on vous rajoute des cheveux alors que vous ne pensiez pas que vous aviez... Alors là, je suis halluciné de ce que tu veux me dire. Non, mais c'est pas une blague. Et donc, d'un seul coup, c'est des initiatives. Et donc, tout le monde a l'air en plastique et tout le monde a l'air hyper mince. Et j'ai un autre truc à vous raconter, c'est qu'en 1994, je fais un reportage pour Zone Interdite sur ces photographes de mode. Et là, on me demande de ne pas filmer l'endroit où il y a les retouches. Et à l'époque, c'est une des premières fois qu'on voit. Et je vois une fille en maillot de bain sur la plage. Et elle est comme ça. Elle est debout comme ça. Et là, ils sont en train de lui enlever un petit truc là qui fait que c'est un être humain, donc. Et donc, je revois ensuite tous les gens sur la plage feuilleter ces magazines et dire « Oh là là, t'as vu comme elle est mince ?» Alors qu'en fait, on lui a enlevé un truc qui fait... Parce que ça n'existe pas, un être humain qui n'a pas de gras ici. Et donc, c'est extrême. Mais donc, je voudrais comprendre un petit peu comment on va obliger les publicitaires et les magazines à faire ce genre de choses. Alors, tout simplement, c'est qu'il y aura une amende. Si vous ne respectez pas ça, il y aura un coût financier de 37 500 euros environ, jusqu'à 37 500 euros. Et l'exemple, ce qu'on appelle le thigh gap, en fait, c'est le problème des cuisses. Mais en fait, l'idée, c'est ça, c'est que plus vous allez montrer des corps qui sont divers, qui sont différents, moins vous allez agir sur le désir de mettre en place des régimes qui, la plupart du temps, sont farfelus et qui vont générer des problématiques alimentaires d'une manière générale. Donc, on essaye d'agir directement à la base, c'est-à-dire qu'on complète la prévention, l'alimentation, et on va agir avec une autre prévention qui est sur l'image du corps pour moins favoriser ces mises en pratique. Alors justement, à ce propos, moi je suis allé sur Internet et j'ai trouvé une photo. J'ai trouvé cette photo qui a fait des likes. Je ne savais pas ce que c'était un like. Quand on fait des likes, ah oui, alors ma fille, elle m'a dit, c'est quand il y a le truc en l'air. 200 000 likes. Parce qu'elle a du ventre. Alors qu'est-ce qu'elle nous... C'est une coach américaine, une coach sportive, qui s'est prise en photo, 31 ans, voilà, très bien, là. Et là, elle s'est mise à côté en photo. Bah là, on voit qu'elle a un peu de ventre. Elle triche pas, quoi. Elle montre qu'elle a un peu de bidon, quoi. Le simple fait d'assumer. Et elle a assumé son truc. J'ai trouvé ça chouette, quoi. Et lui, il m'a dit c'est pas bien. Parce que ce qui est dérangeant dans cette problématique-là, c'est que je suis allé farfouiller un petit peu tout ce qui est associé à cette personne, entre autres, et d'autres, parce que d'autres personnes font ce modèle-là. En fait, elle vous propose une sorte de régime. Et lui, il aime pas. C'est son mode d'alimentation qui est relativement. Elle montre qu'elle a un petit peu de bidon et qu'elle assume. Et mais derrière, elle va régimes, te proposer le petit déjeuner équilibré comme elle le conçoit, et donc sans une dimension médicale aussi associée. Et ça, du coup, ça me régénère d'autres problématiques, en fait. Est-ce que ce conditionnement, parce que là, toute la société, et c'est toute la planète d'ailleurs qui est conditionnée avec ses photos et ses modèles, et là, vous êtes psychologue, ça agit sur le mental, c'est-à-dire quand on n'a plus qu'un seul modèle dans les magazines, au fond on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul modèle qui est célébré. Bah évidemment, c'est toute la norme esthétique, médiatique, et comme on est quand même dans un moment de très forte imprégnation d'images, on est sans arrêt remis face à ça. Nicolas parlait des thigh gaps, il y a ça, donc ces jeunes filles qui veulent pas que leurs cuisses se touchent, mais il y a eu aussi ce truc où on met une feuille A4 devant sa taille pour avoir, rien ne doit dépasser de la largeur de la feuille A4. Oui, c'est terrible ça. C'est très récent. Le but du jeu, c'est de prendre une feuille A4, comme tablette, voilà, dans l'autre sens. Et il ne faut pas que la taille dépasse cette feuille. Il ne faut pas dépasser ici, les enfants. La taille, là, voilà. Oui, c'est ça. Je suis phare et j'apprends quelque chose. Ouais, moi aussi. Là. Les gamines sont jouées à ça en ce moment. Et on a besoin, c'est social d'être dans un conformisme et d'avoir besoin de répondre à la norme du groupe. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est que accumuler une quantité incroyable de régimes, accumuler une quantité incroyable de produits que l'on prend pour perdre du poids, les conséquences sur la santé seront à moyen terme extrêmement violentes. Donc effectivement, tout le monde veut faire des régimes, et c'est pour ça que les régimes sont très dangereux, parce que tout le monde veut correspondre à ces images qui existent dans les magazines, et ce sont des images d'êtres humains qui n'existent pas. En fait, c'est ça le message. Les êtres humains qu'on voit dans les magazines n'existent pas, puisque la mannequin que vous êtes en train de voir, elle a de la graisse ici, c'est un peu normal. Et donc, même Frédéric Lopez a des rides ou des boutons. Et des endroits sans cheveux. Et des endroits sans cheveux. Non, mais c'est fascinant. C'est-à-dire que d'un coup, ça devient naturel, les gens ne vous posent même pas la question. Et dans l'autre sens, parce que là, on parle des images féminines, mais les images masculines, moi, je suis effarée de voir les garçons, jeunes hommes, qui avalent des pots entiers de protéines en poudre pour faire de la masse musculaire. C'est pareil, des protéines en poudre pour faire de la masse musculaire, ça a un impact aussi sur le reste du corps. C'est pas... Ça s'appelle la bigorexie. La quoi? Bigorexie.
Ben, ce sera l'objet d'une autre émission. Je vous propose qu'on en parle, effectivement. Merci en tout cas, merci à tous d'avoir accepté de parler de ce sujet qui, effectivement, dépasse votre propre intimité, parce qu'il y a une forme d'universalité dans tout ce que vous avez raconté. Donc merci les camarades, merci à vous, merci d'être beaucoup. venus. Ouais, merci à vous aussi. Et puis merci d'avoir partagé, parce que voilà, comme dit le poète, ne pas partager est une perte de temps. Merci de nous en avoir fait gagner. C'est important pour moi de comprendre que voilà, le fait de vous voir ensemble, ça me fait plaisir, parce que vous êtes mis à vous tutoyer spontanément. Vous avez vécu les mêmes expériences. Merci à vous, merci. J'espère qu'on se reverra, que vous pourriez porter votre regard sur d'autres sujets. Avec plaisir. Ça m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous pour votre fidélité. À très très vite. Si vous aimez les belles rencontres, demain vous serez ému et surpris par l'histoire de ces deux familles qui en fait n'en forment qu'une. Un destin hors du commun, celui de deux femmes qui, sans se connaître, adoptent des enfants à Tahiti. Et sans le savoir, ces enfants vont se lier à jamais. C'était très surnaturel. Elle a quand même porté 8 mois dans son ventre, je veux dire. Elle lui a donné des sons, elle lui a donné il y a eu des odeurs, il y a plein de choses. Et on a cette passation après, c'est magnifique. J'ai énormément de colère, parce que je comprenais pas, enfin, j'arrivais pas à me situer en fait entre mes deux familles. Je suis content d'être ici. La vie là-haut, elle est pas forcément facile. Et ici, ils nous ont tout donné. Ils ont tout fait pour nous.